nous avons Télérama, qui est un magazine où on ne s'attendait pas, se lance dans la cuisine. C'est très intéressant. Très intéressant, vous avez tout à fait raison. Alors Télérama, qui est un journal très bien fait, et qui est un journal, moi j'aime beaucoup Télérama parce que c'est la bonne conscience. C'est le camp du bien. Voilà, moi j'aime beaucoup quand c'est le camp du bien. On sait que chaque rédacteur, tout le monde, ils ont la conscience d'être dans le bon côté de la morale, de l'histoire, des mœurs, etc. Et puis en même temps dans l'avant-garde. Alors, il y a une émission d'M6 qui s'appelle La meilleure cuisine régionale, c'est Chez moi. Eh bien, Télérama a jugé, vous savez, il parle effectivement de la bonne cuisine française, de la bonne cuisine, de l'art de savoir cuisiner à la française. Et attendez, c'est le bonheur, ça. C'est un très, très grand bonheur. Il se perd. Et justement, s'il y a quelque chose à défendre, c'est la bonne cuisine française, c'est les bons restaurants français, c'est les bons chefs, c'est les bons produits, etc., etc. On le sait. Eh bien, voilà ce qu'écrit Télérama. Oui, c'est une cuisine régionale, alors parlant de l'émission de M6, exhale des relents réactionnaires au cours d'un périple aux saveurs passéistes et aux fumées nationalistes, où, disent-ils toujours, il y a peu de chances de croiser mangeurs de tofu et autres sommes soja que les viandards d'extrême droite fustigent sur les réseaux. Vous entendez? Les viandards d'extrême droite. C'est pas beau. C'est-à-dire que quand je mange un poisson avec une sauce, évidemment, c'est un poisson réactionnaire, bien sûr. Un bœuf en daube. Eh mais oui, il y a des relents réactionnaires, là, bien sûr. Vous mangez une blanquette de veau, mais c'est réactionnaire. C'est magnifique. Vous savez, quand on atteint ce niveau de décomposition neuronale, c'est très, très, très intéressant, quoi. Alors voilà, non, je vous dis, je vous donne des exemples. Ils sont très bien. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Télérama, j'adore. Alors, présenter des sardines dans un pot de vin, c'est assez incroyable. Alors, ils donnent les deux chefs qui sont allés pour la 2e saison de la meilleure cuisine régionale. Alors, et on sent qu'ils se marrent, vous voyez. Télérama, toujours plus de plats traditionnels, méthode traditionnelle, restaurant traditionnel. Mais oui, la tradition, mais qu'est-ce que c'est ça, la tradition? Ça n'existe pas, la tradition. Mais enfin, écoutez, c'est fini, ça, les traditions françaises, ça suffit. On veut le kebab, on veut les restaurants grecs, on veut le sandwich grec, voilà. Hein, et voilà, alors évidemment, on ne voit pas les mangeurs de tofu. Ah, c'est vrai. C'est vrai que les mangeurs de tofu, c'est la nouvelle culture. Et quelle culture riche. Alexandre, c'est vraiment marrant, hein, quand même. Ouais, mais malgré justement cette promotion des kebabs, des fois dans Télérama à la place de la culture française, les kebabs risquent de se faire remplacer, comme on l'apprend dans le Figaro du 28 septembre. Ah oui, ça c'est quand même assez incroyable, c'est vrai. Les monuments de la gastronomie française, selon Figaro, sont victimes d'une attaque de grands remplacements par McDo, les USA voulant imposer l'influence américaine jusque dans des villages comme Tessancourt-sur-Aubette, bourg de moins de 1000 habitants. Objectif de la chaîne US, que chaque Français puisse avoir un McDo à 20 minutes de chez soi. Mais vous savez que, alors c'est très intéressant, c'est que les McDo, vous savez quel est le pays où il y a le plus de McDo? C'est en France, à proportion du nombre d'habitants. Vous avez plus de McDo en proportion du nombre d'habitants en France qu'aux États-Unis. Absolument. Alors c'est intéressant, vous voyez, et on peut montrer peut-être d'ailleurs, alors lui il est bien, il défend la production locale, c'est Donald Trump. Écoutez. Donald Trump fait des frites dans un McDonald's. Ce dimanche 20 octobre, le candidat républicain a mis un tablier et a servi quelques clients dans un McDonald's en Pennsylvanie, un état clé dans la course à la Maison-Blanche. S'il s'est mis en scène de la sorte, c'est pour attaquer Kamala Harris qui affirme avoir travaillé chez McDonald's en 1983. Oui, voilà. Alors lui, il joue toujours ça. Vous savez, pendant la campagne électorale, on disait que ses électeurs étaient les poubelles. Il est allé sur un camion poubelle. Bon, c'est Trump avec tout ce que ça... c'est quand même très, 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 très intéressant. Il défend la culture américaine. Mais on va passer à des sujets plus légers. Et là, pour le coup, vraiment plus légers. Allons-y. Nous avons des soirées libertines sauvages qui concurrencent les sages clubs libertins. Et donc, du coup, un gérant francilien a décidé de lancer une procédure. Attendez, Alexandre, quand même, il faut expliquer, là. Oui, mais c'est les pour soirées ça. libertines sauvages concurrencent les sages clubs libertins. Alors, je dirais que, quand même, il faut un peu expliquer. Les clubs libertins, vous le savez, ou certains le savent ou pas, ce sont des clubs où, entre adultes consentants, je répète, c'est important, entre adultes consentants, on se livre à des exercices collectifs, plutôt à connotation sexuelle, mais voilà, ça se passe en principe, dans la joie et la bonne humeur, et il y en a partout en France, en Europe, dans le monde entier, voilà. Ce sont des gens, vous savez,
Et quelqu'un qui fréquentait ces clubs, il me dit, pour essayer, je crois que ça explique bien, il dit, moi, je suis un anticommuniste primaire, sauf sur le plan sexuel. Sur le plan sexuel, je suis marxiste. Bon, écoutez, chacun ses dilections, chacun, à partir du moment où c'est encore une fois entre adultes consentants, ça va. Et alors, donc, c'est vrai que ça marche très bien, c'est vrai que c'est un commerce qui marche très bien, il y a énormément de soirées libertines, voilà, etc. Mais, qu'est-ce qui se passe, et vous l'avez dit, Alexandre, eh bien voilà, maintenant il y a les plateformes de rencontres, les Will, l'Église, Adopte un mec, etc. Et surtout les plateformes de rencontres libertines, ça veut dire collectives. Alors, par l'intermédiaire de cette plateforme sur Internet, sont organisées des soirées libertines privées, payantes, par des particuliers. Attendez, on vous donnera pas les adresses, vous débrouillez. Ça, c'est pas notre boulot, non. Sans autorisation ni déclaration, évitant... Eh oui, c'est ça le problème. Les charges, la TVA et les obligations de sécurité des PME du secteur. Évidemment, quand vous ouvrez un établissement, il faut payer les charges de TVA, tout le reste. Eh bien là, pas du tout. Là, il n'y a rien à payer du tout et ils se débrouillent. Et alors, vous savez, qu'est-ce qui est arrivé après le Covid ou avant ? Les établissements dits libertins, donc ces cabarets ou ces boîtes de nuit, etc., échangistes, comme on dit, quand ils sont sans piste de danse, ils sont classés par le Code du tourisme parmi les établissements sportifs clos et couverts. Je ne savais pas que les libertinages collectifs rentraient dans les sports, mais voilà, écoutez, je pense que dans les prochains Jeux Olympiques, il faudra quand même inclure les clubs libertins de type X. Voilà, donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ça, c'est vrai, Alexandre, vous l'avez souligné dans votre enquête, dans ce que vous avez trouvé, c'est que les établissements dits libertins, ont ouvert avant les discothèques lors des déconfinements au moment de la crise Covid. Oui, ce qui a ouvert avant tout le monde, c'est les clubs échangistes parce que ils sont classés parmi les établissements sportifs clos et couverts. Encore une fois, c'est formidable parce que ça permet de voir les joies de l'administration et de la formulation et des normes. Et des normes, vous savez que la France, c'est la championne des normes. Et quelles normes ? Et comme vous le disiez, Alexandre, il faut toujours retrouver les proverbes latins, duralex, sed lex. Voilà, on traduira pas, vous avez bien compris. En tout cas, c'est une nouvelle intéressante, la concurrence aujourd'hui entre Internet et pas seulement dans ce domaine, et les groupes collectifs. Et ensuite, nous avons également des personnes très engagées politiquement sur des sujets qui leur tiennent à cœur, mais qui sont retrouvées dans la position de l'arroseur arrosé. Donc nous avons Madame Tondelier, qui est victime de harcèlement. Et je vous laisserai développer de nous dire de harcèlement, mais un harcèlement très particulier et avec une procédure accélérée en plus. Ah non, Marine Tondelier, celle qui veut tout peindre en vert, non, c'est pas possible. Qui peut en vouloir à Marine Tondelier ? Vous avez raison, c'est vrai. Eh bien, il y a une récidiviste harceleuse qui poursuit Marine Tondelier de ses assiduités. J'explique. Elle est récidiviste, elle a été condamnée en 2024, elle affirme « Je suis féministe contre les violences sexuelles ». Elle se présente comme femme, lesbienne et racisée. C'est bien, ça je trouve c'est très très bien. Parce que femme, lesbienne et racisée, eh ben, ça ajoute quand même. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un tir de noblesse qui va, vous voyez. Si vous dites que vous êtes un mâle hétérosexuel blanc de plus de 50 ans, franchement, il vaut mieux vous cacher. En revanche, femme, lesbienne et racisée, voilà, c'est un titre. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame ? Eh ben, elle a harcelé Marine Tondelier, elle l'a harcelée par passion, par obsession, etc. Donc, fin septembre 2025, il y a un jugement avec condamnation à 10 mois de prison, dont 2 avec sursis, un traitement psychiatrique, vous voyez, les psychiatres, il n'y a pas que pour Macron qu'on en parle, respecter une interdiction de contact avec Marine Tondelier, ne pas apparaître dans les Hauts-de-France où elle a été inscrite au fichier des délinquants sexuels. Voilà, et bien écoutez, cette fois-ci, et c'est vrai que c'est intéressant, pourquoi on en parle ? Pas seulement pour Marine Tondelier, on lui souhaite tout le bien et de ne pas être harcelé, bien sûr, mais entre la plainte et la condamnation, eh bien, il s'est passé 20 jours. 20 jours. Non mais attendez, vous savez, restez assis. 20 jours. Combien de gens sont condamnés ? Ou combien de gens ont eu des gens qui les ont massacrés, qui les ont violés, qui les ont tabassés, et ils attendent 1 an, 6 mois, et beaucoup plus peut-être quelquefois, après l'hôpital psychiatrique, des gens qui seront évidemment libérés tout de suite. C'est intéressant, quand la justice veut. Elle peut.
Et comme une émission internationale, c'est pas arrivé qu'en France, que des militants plutôt classés à gauche se retrouvent pris à leur propre, contradiction. Et c'est arrivé en Espagne à une militante de gauche candidate au parti Podemos qui a été squattée, mais pas squattée par n'importe qui. Oui, Dans son domicile. Vrai, elle s'appelle Estibaliz Cortázar, ex-candidate d'Elkarrekin Podemos à Bessori. Alors, le domicile a été squatté par l'immigré qu'elle hébergeait, comme le rapporte le journal espagnol. Donc, l'homme de 48 ans qu'elle hébergeait a cessé de payer, changé les serrures, multiplié insultes, la harcelé sexuellement, la violenté. Et la police se dit impuissante, encore une histoire magnifique, sans décision de justice. Donc, l'ex-militante hébergée chez les proches et sous traitement, donc je rappelle qu'elle avait hébergé cet immigré. Dans cette humanité, son humanisme, accueillait tout le monde, dont Marina Foïs, l'actrice, nous a donné récemment un très bel exemple. Mais il faut accueillir tout le monde, Oui, mais ça dépend. Il faut quand même réfléchir un peu quelquefois. Elle a lancé une pétition, donc, cette militante de la gauche espagnole, pour retrouver son domicile. Elle l'a pas encore. Elle a déposé, écoutez-moi bien, hein, toxicomane, j'allais dire, pas du tout. Toxinologue, évidemment, et toxinolâtre. Elle a déposé plainte en janvier 2025. En mars, elle a obtenu une ordonnance d'expulsion, mais ordonnance suspendue par le décret-loi pris par le gouvernement Podemos en 2020 pour éviter les expulsions pendant la crise sanitaire, puis prolongée ensuite pour motifs sociaux. Mais je vais vous dire, cette histoire, c'est en Espagne. Mais il y en a 10 en France comme ça. Il y en a 20 en France comme ça. Il faudrait que je récupère le livre dans ma... excusez-moi, on est en live et on fait tout en live. Le livre de Laurent Michelon qui est dans ma serviette. Merci beaucoup. Dans ma serviette, était ici, ou je ne sais pas où elle est, mais vous allez la trouver. Merci. Et je vais vous dire, en France, mais tout le temps, en France, ces histoires d'expulsion, ces histoires de personnes qui occupent, vous êtes partis en vacances, ils occupent de vos domiciles, ils changent les serrures, ils prennent une facture d'électricité, et vous ne pouvez plus rentrer. Parce que la loi, il faut que vous, propriétaire, il faut que vous passiez votre enquête. C'est joli, non ? C'est joli. Et merci. Et pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, il faut attendre. Il faut attendre des jugements, etc. Vous ne pouvez rien faire. Voilà. Ça se passe partout. Et ça, est-ce que c'est normal ? Non, mais franchement, je demande, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal que quelqu'un veut rentrer chez lui, dans sa maison qu'il a payée, dans son appartement qu'il a payé ? Et est-ce que c'est normal qu'il trouve quelqu'un ? Alors, il y en a qui l'a hébergé, mais même pas quelqu'un qui l'a hébergé, qui est rentré, qui a forcé la serrure, qui a changé les serrures, etc. Et c'est normal qu'il faut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'il faut engager des frais d'avocat, qu'il faut attendre la justice. C'est normal ou c'est pas normal ? Et là, on rejoint tout le reste. Est-ce que nous sommes dans un monde normal ? Est-ce que nous sommes dans un monde normal ou nous sommes dans un monde où on nous dit faites ce qu'on vous dit, alors que... Et où est-ce que... Question, hein, je ne réponds pas. Est-ce que les fous ont pris le pouvoir de l'asile ? Vraie question. Dites-nous ce que vous en pensez. Je peux vous poser une question ? J'ai 1 million de questions à te poser ! À mon tour, j'ai une question. Mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Alors, je pose la question, monsieur le président, je pose la question, messieurs les jurés, je pose la question à tout le monde. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions ? Je sais que tu n'aimes pas les questions, l'Indien. Question à tout, André Berkoff. Ça fatigue pas toujours de poser des questions tout le temps ? Avant de poser la question, et nous sommes très heureux de recevoir Laurent Michelon, je voudrais quand même revenir à un moment donné, Alexandre, sur Emmanuel Macron. Parce qu'il faut se rappeler, que pendant des années, il faut voir comment la presse et les médias, il faut parler de la presse et les médias, dont nous faisons partie, bien sûr, a été plus que Rodrigue aux yeux de Chimène avec Emmanuel Macron. La presse a fait Emmanuel Macron. Et je voudrais qu'on nous montre que Thibaut Seller nous montre cette merveilleuse image, voilà, le surdoué face à son destin. Et encore mieux, Libération, hein, le grand journal de gauche Libération, disait, écoutez bien, faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Voilà, c'était la recommandation de Libération vraiment, c'est très important. Voilà, c'était en 2017, bien sûr. Faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Au moins, on sait ce que chacun voulait. Et puis alors, allez,
Allez, on fait la totale, là. On fait la totale. Regardez, l'Express, Le Point, Match, les couvertures. 50 couvertures de match. Le Figaro, le Marianne. Alors, c'est bien, vous dites, c'est normal. Ils font leur métier de mettre Macron. Mais quand on voit et quand on regarde, comme on en a fait avant l'élection de 2017, extraordinaire. Là, les 3/4 de la presse faisaient couverture sur Macron. Voilà. Et aujourd'hui... on se pose des questions, mais qu'est-ce que vous voulez, on ne savait pas. Et la phrase la plus merveilleuse qu'on connaît, on ne savait pas. Eh ben oui, peut-être que de temps en temps, il faut un peu se renseigner. Vous allez me dire, c'est facile à dire. Et vous, vous avez voté Macron ? Non. Mais ça ne me donne pas du tout un avantage sur qui que ce soit. Je dis simplement qu'il faut aussi penser contre soi-même et ne pas croire que nous détenons la vérité révélée. Personne, et surtout pas moi.